Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Merci pour votre fidélité depuis 2008 avec des invités qui étaient venus déjà bien avant. Ensemble, nous allons les recevoir. Nous parlons aujourd'hui d'identité et de rapports sociaux. La perception de soi, la perception des autres. Il y a tellement de choses à dire entre deux rives, la Caraïbe, l'Afrique, le monde entier, quoi. Merci donc de recevoir avec nous nos invités. Madame Isabelle Mananga-Ossé, bonjour. Bonjour, Lady. Merci d'être multirécidiviste dans Lady vous écoute. Vous étiez là en 2015 déjà, c'était pas hier, et bien après aussi. Vous êtes la présidente de La Belle Beauté Noire, la fondatrice de La Belle Beauté Noire. Vous nous en parlerez tout à l'heure et si vous avez d'autres cordes à votre arc, vous êtes bien évidemment libre de nous les faire partager. À vos côtés, Isabelle, monsieur Thomas Léveillé, bonjour. Bonjour. Merci Thomas d'être là. Vous êtes producteur de films, vous êtes serial entrepreneur, c'est-à-dire que vous entreprenez à n'en plus pouvoir. Continuez à faire ce que vous faites, mais surtout, Thomas, vous avez fait un témoignage dans le sujet qui nous rassemble et c'est le film de Mélissandre Monatus. Bonjour Mélissandre. Bonjour. Vous êtes autrice, réalisatrice, productrice de La Peau Chapée. Nous sommes là pour savoir ce que c'est que La Peau Chapée. Vous avez donc fait un témoignage dans ce film, c'est bien cela. Nous allons en parler et roulement de tambour pour vous, monsieur Calvin Thomas Djombe. Il y a deux Thomas, ne vous trompez pas, mesdames et messieurs, suivez bien, regardez au tableau. Calvin Thomas Djombe, vous êtes chercheur, écrivain, auteur. Merci d'être là Thomas. Et nous avons en duplex Halimatou Chadia. Bonjour Halimatou. Merci d'être là. Tous, Vous êtes mannequin, vous êtes auteur, vous êtes activiste et vous avez à votre actif cet ouvrage que je montre à la caméra, Au-delà de la couleur de peau. Je voudrais vous laisser le soin de nous dire en quelques mots pourquoi vous avez rédigé cela, quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Nous vous écoutons. Alors, bonjour à tous et à toutes. Cet ouvrage a été vraiment un grand déclic à travers l'ONG que j'ai créée, qui est Boycott depuis 2017. En fait, loin d'être une simple dénonciation, cet ouvrage se veut être un guide éclairant et inspirant aussi. Elle invite à une cause qui est très profonde, qui est la dépigmentation, et aussi qui décrypte les standards de beauté, le système qui exploite nos insécurités et aussi promet des standards de beauté irréalistes en quelque sorte. Donc cet ouvrage, c'est surtout un ouvrage pour informer, sensibiliser et aussi dissuader les personnes qui se dépigmentent. Il explore pas mal d'alternatives qui sont saines, durables à la dépigmentation en quelque sorte. Donc, comme un hymne à la beauté plurielle, ce livre appelle à briser les chaînes des stéréotypes sur la beauté et barrer la route aux propagandes de cette pratique qui est risquée, qui est la dépigmentation. Donc, en quelque sorte, c'est un livre qui sensibilise, qui informe, qui déconstruit, qui dissuade carrément les personnes qui se dépigmentent et qui les invite à revenir au naturel. Donc, c'est ça. Merci. En quelques mots. En quelques mots. Merci pour cette introduction, Halimatou. Merci pour la peine d'avoir commis, comme on dit, j'aime pas le mot commettre, mais il paraît qu'on dit commettre, pas un meurtre, un ouvrage. Merci d'avoir donc commis cet ouvrage. Merci pour les précisions que vous avez déjà données d'entrée de jeu. Je voudrais rappeler, pour ceux qui prennent l'émission en cours, que vous êtes mannequin. Donc la beauté, ce n'est pas à vous qu'il faut la compter. Vous savez de quoi vous parlez. Et pourtant, vous n'êtes pas resté dans le sois belle et tais-toi. Vous avez pris sur vous d'endosser une cause et pas des moindres. Vous n'êtes pas longtemps avec nous, n'hésitez pas quand vous avez besoin de retourner à vos affaires de nous le faire savoir, mais merci quand même d'avoir accepté de commencer l'émission avec nous. Restez autant que vous le pouvez, cela nous fait très plaisir. Je voudrais, Mélissandre, vous donner la parole bien évidemment parce que ce qui nous est là présenté sur la question de la dépigmentation, Isabelle Mananga aussi dirait volontaire de la peau, et
la peau chapée, qui est donc l'intitulé de votre film, je voudrais vous laisser déjà expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la peau chapée et le pourquoi du comment de votre film. D'accord. Oui, la peau chapée, c'est en créole martiniquais et ça signifie la couleur de peau qui échappe à la condition d'esclave. Pourquoi le film Parce qu'en fait, il y a une vingtaine d'années, j'ai rédigé aussi un ouvrage qui était alors un mémoire de fin d'études sur l'image des Noirs dans la société française à travers la publicité. J'étais en master communication média institutionnelle et j'avais donc fait cette étude pour comprendre un petit peu d'où venaient les problématiques liées à la couleur de peau dans la société et à travers donc, les images qu'on avait notamment à travers la publicité. Je me répète, pardonnez-moi. À la suite de cela, moi ce que je voulais faire avec le film, c'était de prendre un autre prisme, donc la couleur de peau mais dite claire, c'est-à-dire la peau chapée, c'est vraiment cette couleur, c'est en fait un peu moi hein, finalement, la peau chapée ou Thomas, nous avons la peau très claire, c'est-à-dire qu'on est tous les deux d'ascendance africaine négroïde, mais on a une couleur de peau qui peut nous laisser passer pour blanc. Que veut dire chapé? Échapper, c'est vraiment échapper à la condition d'esclave. Alors c'est un terme qui est hérité de l'esclavage, en tout cas de la période esclavagiste, et les esclaves, quand ils voyaient un enfant naître, souvent malheureusement issu d'un viol du colon à une esclave, disaient ce tas-là, il a échappé belle. C'est un peu ça aussi. Il a échappé belle. C'est-à-dire que dans sa vie, il aura moins de difficultés que quelqu'un qui est plus foncé de peau. Normalement. C'était la théorie, oui. On vous voit en photo, donc l'affiche du film, c'est vous, enfant? Oui. C'est vous, enfant. Vous aviez donc échappé belle déjà, normalement, depuis enfant. Et pourtant, Isabelle, je vous donne la parole. Vous avez entendu ce qui a été dit par Halimatou et tel que le sujet est présenté. Entre ces deux polarités, qu'avez-vous envie de dire, vous, lorsque vous créez La Belle Beauté Noire? Quelle est votre intention, votre motivation? Et après tout cela d'années, parce que ça fait quand même de longs moments, aujourd'hui, que faut-il en dire? Malheureusement, donc bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Isabelle Mananga-Ossé. Je suis lanceuse d'alerte auprès des institutions françaises en ce qui concerne la dépigmentation volontaire. C'est une dépigmentation cosmétique. Donc, en fait, nous avons alerté l'État il y a une quinzaine d'années sur la question de la dépigmentation et également les risques du défrisage. Et nous avons demandé que tous ces enjeux soient reconnus enjeux de santé publique. Et donc, nous avons réussi à ce que l'État reconnaisse et accompagne les patients et les victimes. Donc, nous avons lancé des campagnes institutionnelles en France avec diverses mairies, la mairie de Paris, plusieurs mairies, également avec l'OMS au niveau mondial. Et donc, nous avons, avec l'OMS, institué une journée mondiale de la prévention de la dépigmentation qui a lieu en fait tous les 16 novembre à Genève, avec d'autres instances de l'ONU, en fait, ONU Environnement, d'autres partenaires, en fait, au niveau. Donc la question est aujourd'hui au niveau mondial. Et en fait, il s'agit de rappeler, comme il y a des journées dédiées au sida ou à d'autres problématiques, au tabac, au sida, enfin, donc il était question de mettre en place une journée dédiée et de mettre autour de la table des organisations, d'autres acteurs hein, et des États. Donc il y a plusieurs États. Car tout le monde a quelque chose à en dire. Voilà, donc dans chaque pays, donc il y a plusieurs pays qui se sont engagés sur la question. Et en fait, tous les ans, on se retrouve à Genève et donc on met en place des campagnes dédiées et un protocole et avec des évaluations, des chiffres, voilà, pour qu'il y ait en fait que ça ne reste pas que
des négociations mais de salon, j'allais voilà, dire. il faut chiffrer, il faut quantifier, il faut évaluer au niveau mondial. Et surtout, donc prévenir vaut mieux que guérir, voilà. si je peux résumer ce que vous faites les unes les autres. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, sauf que là où on peut penser que la peau trop claire est un héritage de ceci, ailleurs on peut penser que l'avoir, c'est échapper à son autre héritage à soi. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, pour autant qu'il préserve sa santé. C'est ce que nous entendons jusque-là. Et on pourrait penser que quand on parle de la peau, on parle de ces dames qui voudraient tout acquérir à n'importe quel prix. Et pourtant, les hommes ne sont pas en reste, que ce soit par héritage ou que ce soit par une démarche volontaire pour paraître plus ceci ou moins cela. Je voudrais laisser la parole à ces messieurs. Vous avez témoigné dans ce film. Thomas, je vous laisse nous en dire un peu plus. Pourquoi ? J'ai témoigné dans ce film parce que moi-même, étant issu d'un héritage colonial et esclavagiste, parce que mon père est issu d'une lignée qui a été esclave il n'y a pas si longtemps que ça, et ma mère vient d'une famille noble française qui a certainement... Enfin, on a quand même des preuves qu'ils ont fait du mal en Afrique ou aux Antilles. Donc finalement... Vous avez donc du sang bleu ? J'ai du sang bleu, voire violet. et j'aime bien dire que les personnes comme moi, donc les métis, nous sommes le problème et la solution. Parce que c'est quand même, sauf dans les cas de viol, c'est quand même l'amour qui a mélangé les sangs. Donc l'amour est la seule solution à tous les débats qu'on entreprend actuellement. Et donc, mais en même temps, le problème. Parce que ça reste un problème. Moi, quand dans le film, j'évoque des problèmes. Et dans ma famille, il y a eu pas mal de problèmes liés à la couleur de peau. Dans les familles de mes amis, ma femme aussi est métisse. Mes enfants, du coup, sont métis de métis, mais j'essaie de les préserver, de leur inculquer leur propre identité. Mais ça reste quand même, dans les familles antillaises afrodescendantes, un vrai sujet. Et pour ajouter ce que Thomas dit, c'est moi aussi le film je l'ai fait à partir d'un problème familial très fort dont je n'ai pas parlé, mais c'est aussi tragique que ce que raconte Thomas dans le film. Et pour finir, la question que vous m'avez posée au début, il était important pour moi de voir en fait l'évolution d'il y a 20 ans jusqu'à nos jours. C'est-à-dire même si c'était à travers le prisme de la peau chapée et pas le prisme de la couleur de peau noire, je voulais voir en fait si les façons de penser la couleur de peau avaient changé. Donc est-ce qu'aujourd'hui on continue de voir une personne par le prisme de sa couleur de peau ou est-ce qu'on la juge par rapport à ce qu'elle est capable de faire ? Est-ce qu'on juge ? Parce qu'avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit que l'on sache, on voit. On juge parfois même. Alors, Calvin Thomas Djombe, quand même, chercheur, trouveur, écrivain, auteur, avec des ouvrages sur la gente féminine aussi, et pas que, sur la sociologie. Je vous laisse réagir à tout cela. Par quel bout voudriez-vous aborder ce sujet ? Que faut-il en dire ? Que pensez-vous ? Commençons par le terme chapé. Quand on parle de pneus chapés, par exemple, ce sont des pneus qui sont déjà mis au rebut, mais qu'on remet encore en service. Reconditionnés. Oui, on les reconditionne et on les remet en service. Oui. C'est ça, c'est que ça veut dire chapé, en fait, le terme. Oui. Alors, quand on parle donc de chapé, une peau chapée, c'est une peau qu'on reconnaît, en fait, c'est au départ, il y a déjà une peau qui est un symptôme. C'est-à-dire la peau qui est plus sombre. Elle est comme un symptôme, comme quelque chose qui est saisi négativement. Avant que maintenant on cherche le moyen de pouvoir lui donner une résonance positive. Donc, il y a un problème identitaire à la base. Mais nous sommes dans une société manichéiste, avec cette dichotomie directe entre... Oui, soit on est blanc, soit on est noir. Et ce problème s'est posé par exemple beaucoup aux États-Unis, avec les enfants métis qui n'ont jamais été reconnus comme blancs. Par exemple, aux États-Unis, sont considérés directement comme étant... Mais ne sont-ils d'ailleurs blancs? Ne sont-ils pas métis, tout simplement, en réalité? Ils sont métis, bien sûr. Mais ils veulent bien se classer quelque part. Parce qu'en réalité, la société, elle est faite de deux groupes. Oui. Du point de vue de la couleur de peau. Oui. On considère que c'est deux groupes. Donc, on considère la peau blanche comme étant la peau pure, la meilleure, celle des nobles. Ça dépend vu d'où? Oui, bien sûr. Et puis, je parle des États-Unis. Oui. Et puis, les autres.
Bah, les Alors, États-Unis. Les autres. Hein. Parce que même les Indiens sont aussi mis dans Les peaux rouges. les peaux rouges. Oui. Elles sont aussi mises, les Asiatiques sont aussi Les mis. jaunes. Et c'est vrai qu'Obama toutes était les autres noir. peaux sont formées forment un seul groupe. Donc, dans cette dichotomie-là où on met directement en marche deux groupes, tout le monde est versé dans. Tout le monde, tous ceux qui n'ont pas cette pureté, Tous ceux qui ne sont pas blancs comme neige. voilà, sont reversés dans le groupe Oui. négatif. D'accord. Alors, c'est intéressant. Alors, Pardon. Juste une question. Est-ce que la sémantique fait la différence? Parce que est-ce que c'est en nommant les choses qu'on leur donne un sens? Est-ce que le nom que l'on donne, si je vous appelle Paul, est-ce que vous en êtes moins Calvin Thomas, par exemple? Non, en fait, c'est pourquoi on dit nommer. Nommer les choses, ça veut dire donner un sens personnel. Mais C'est là où on donne un nom. le sens que l'on donne, Qui le définit. voilà, le sens que l'on donne fait-il de celui, en l'occurrence à qui on donne ce sens, ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas? Non, ce n'est pas ce qui fait. En fait, ce n'est pas l'autre qui fait de mon identité ce qu'elle est. Ah, nous y C'est voilà. à moi de D'accord. donner Merci. un sens à mon identité. Oui. C'est moi qui me définis en tant que ce que je suis, bien sûr en me projetant dans le monde. Bon, Parce qu'on alors, ne peut pas vivre en autarcie, tout simplement. Alors, Mélissandre. j'aimerais ajouter que le film La peau chapée, en fait, met en avant la classification de Moreau de Saint-Méry. Et cette classification existe depuis donc la période esclavagiste et elle nomme, on parlait des noms, elle nomme chaque catégorie en fonction du nom, enfin du métissage qu'il y a. Du degré. Du degré de Ah, blancheur ou de noirceur Oui. dans la lignée. Comme des références de couleurs, de Et- colorimétrie. Est-ce que ça Exactement. rejoint le colorisme? Et ça, alors, ça rejoint le colorisme absolument. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans l'histoire, nous, en tout cas dans les îles, aux Antilles, on se nomme par, on se dit, ah, celui-ci est carteron, celui-ci est métis, celui-ci est mulâtre, celui-ci est. quelle différence y a-t-il Chabin. entre un mulâtre et un carteron? Différence sociale. Non, mais En termes visuellement, de- quand... visuellement. Alors, Alors, Là, tous les deux, est-ce que vous pourriez dire il est ci, il a dit je suis métisse? Est-ce qu'en regardant les gens, on peut dire quelque chose sans se tromper Alors- à cause ou grâce à une classification d'où qu'elle vienne? En théorie, oui. D'ailleurs, dans le film, je montre un schéma très simplifié avec. Non, mais des sans le couleurs. schéma, là, nos mais- amis téléspectateurs, oui, là. en théorie, oui, mais Oui. aujourd'hui, on a oublié toute la classification. Donc aujourd'hui, on va s'appeler Chabin ou Chabine, ou bien métisse, ou bien mulâtre. On a ces trois, au moins, et carteron éventuellement. Moi, peut-être, on va m'appeler carteron. Alors, Carteron. ce qui, d'après vous, est-ce que soit on connaît cette classification et on rentre dans les méandres de cela, soit on ne la connaît pas, et finalement, je pense que la majorité des personnes ne la connaissent pas Non, sur mais le bout des ils doigts. connaissent Chabin, carteron, métisse, au moins ça. Moi, j'ai Thomas. mon avis sur la question. Oui. Et on en parle aussi dans le film. C'est vrai qu'aux Antilles, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller en vacances, ils ont tous entendu parler des Chabins, des Chabines. C'est quelque chose de connu. Les métis, bon, mulâtres et carterons, les gens ne s'appellent plus trop comme ça aujourd'hui, entre eux. Quelle couleur de peau ont et les mulâtres et les Je pense qu'on va vers une couleur universelle. Non, À mais force vraie des réponse. mélanges. Moi, je regarde les enfants de mes amis. Mes enfants, maintenant, tous se ressemblent. Ils sont tous un peu métis avec des bouclettes. Et j'ai l'impression que plus les mélanges se font avec les générations, plus on va vers une race universelle. Parce Ça que, va parce, mettre que tout le monde de, d'accord. parce que de visu, pour dire carteron, il faut connaître la généalogie d'un tel pour savoir C'est que ça. la mère s'y était. C'est un quart. Voilà, ça, il faut le savoir, mais quand on ne le Non, sait c'est pas et pas, on qu'on dit voit la métis. personne. On dit, toi, t'es métis, t'es descendant, t'es afro-descendant, t'es descendant des Noirs, mais t'es descendant des Blancs aussi, donc tu es métis. D'ailleurs, pourquoi les afro-descendants se nomment-ils comme tels et comme s'ils n'étaient descendants que des afro? Des afros ben, oui, Parce qu'ils c'est vrai. sont- ils ne sont pas- Alors, pour répondre à tout Oui. à l'heure, je me posais la question. Oui. On disait que voilà, les métis en Amérique ne sont considérés directement Que non, comme ouais. noirs. Ouais. Je pense que, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que un métis est considéré noir et un métis, le noir est prédominant chez le métis. En quoi cela C'est-à-dire est prédominant? noir plus blanc égale noir encore. Comment et pourquoi? Sur quelle arithmétique? Moi, je. Après, c'est des choix personnels qui Oui. sont propres à chacun.
à chaque métis qui doivent faire un moment leur choix s'il faut choisir, parce qu'il y en a qui se sentent bien de dire non, je ne veux pas choisir, moi je suis métis. Parce qu'on est les deux. Moi je Pourquoi m'appelle pas? Thomas, considérez-moi comme ça. Mais est-ce que c'est Voilà. un choix? Est-ce que ce n'est pas la société qui les verse dans une catégorie? Il y a déjà une catégorisation sociale qui les enferme C'est ça. dans une certaine identité, C'est ça. dans un certain mode Parce qu'il d'être. faut choisir. Et on considère que ce gène noir, lui, il est prédominant. Mais en fait, De toute façon, c'est le cas. un métis qui va croiser d'autres noirs, ça dépend où, mais ils vont le considérer comme étant noir. Non, ils vont le considérer comme étant Alors ça dépend, blanc. Ça dépend ça où. dépend où on Ça se dépend situe, où. mais Ouais. de toute façon... Mais où Pardon. donc nous sommes intéressés de savoir, où amis téléspectateurs, où est-ce qu'un métis rencontrant des noirs serait considéré comme, disiez-vous, En Afrique, c'est sûr que si tu es métis, tu n'as pas l'accent, tu t'habilles différemment, t'es un toubab, quoi. même Même si tu es avec noir. l'accent, Tu es- même même si tu avec es noir. l'accent, Même là. si tu es noir. même avec Même l'accent, Même si tu es noir. même Ouais. si tu es noir. D'ailleurs, le film en parle. Mais pour répondre à la question donc, des couleurs, j'invite les téléspectateurs à venir voir le film quand il sera de nouveau en salle prochainement. Il y a justement, vous demandiez à quoi ça ressemble. La classification que je montre dans mon film montre exactement la typologie des couleurs. Donc déjà, la réponse, on peut la trouver dans le film. Mais sinon, pour étayer ce que dit Thomas, et ce que vous disiez aussi, Thomas, Bien fait pour vous. la couleur de peau, Et de à la tout. base, elle est noire. Et c'est un défaut de mélanine, la couleur de peau dite blanche. C'est un défaut de mélanine à la base, scientifiquement. Donc on est noir à la base. De toute façon, l'humanité est née entre Les premiers guillemets, hommes. noirs, Ben, les premiers hommes. Donc Mais on Lucie, est, après, voilà, les populations s'étant déplacées, il y a eu une adaptation au climat et donc un défaut de mélanine. Alors, Isabelle, les populations qui ne se déplacent pas du tout et qui, entre janvier et mars, changent de couleur de peau à l'aide de crème et de je ne sais quoi d'autre, est-ce qu'on peut en parler? Ben oui, puisque ça fait partie de notre public, si je puis dire. Et en fait, nous, on n'est pas dans la stigmatisation, parce qu'on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et Alors, quelle est, d'après vos constats, quelles sont les motivations de celles des personnes qui, volontairement, veulent changer de couleur de peau et, en général, pour la rendre plus claire qu'elle ne l'est, à moins que vous ayez constaté qu'il en est qui, par le bronzage, par exemple, veuillent être oui, plus aussi, foncés. bah oui. Oui. Donc, il y a aussi cette question du bronzage. Donc, je pense que personne n'est satisfait de ce qu'il est, quelque part. Mais en tout cas, en ce qui concerne les patients, puisque nous, on parle de patients qu'on accompagne, il y a pas mal de raisons à cette transformation personnelle, si je puis dire. Il y a beaucoup la question des maris qui sont des critères de beauté. oui, sur les critères de beauté qui imposent et qui sont prêts à aller chercher des femmes beaucoup plus claires. Puisqu'il y a des dots qui coûtent plus cher. La dot d'une femme claire coûte plus cher dans certaines populations africaines, hein, ça faut le savoir. Donc il y a de ce côté-là, les femmes sont souvent, elles vous le disent, mais de manière très intime, hein, qu'il y a cette pression des hommes pour qui l'idéal est d'avoir des femmes claires. Monsieur Donc ça, Djombe, voilà. vous avez à votre actif, parmi vos ouvrages, un qui s'intitule « La fabrique des mauvaises filles ». Ça n'est pas le seul, mais c'est un dessin que je mets là en avant. Est-ce que, dans ce que dit madame, vous y retrouvez quelque chose qui corresponde à vos constats de terrain? Le fait que si les femmes, on va parler des femmes, pour celles qui sont donc dans le processus de la dépigmentation volontaire, procèdent à cela, pas toutes. est-ce que vous pensez que c'est fondé de ce que les femmes disent que c'est à cause des hommes, tout simplement? Pour vous plaire, messieurs. Moi, je pars du regard réducteur sur soi. C'est-à-dire qu'il y a une faille identitaire au départ. Elle se perçoit elle-même au négatif. C'est-à-dire, elle se perçoit comme inférieure à l'autre, qui passe, parce que le regard qu'elle pose sur elle lui donne une image négative d'elle-même
comparée à l'autre qui passe devant elle et qui a une peau plus claire. Est-ce que c'est son regard à elle sur elle ou est-ce que c'est le regard de son C'est d'abord son regard à elle-même Oui. Ou de la société. Parce que si elle-même ne se saisit pas au négatif, Oui. elle ne pourra pas faire l'action d'aller chercher les moyens lui permettant de changer de couleur de peau. Parce que quel que soit le regard qu'on pose sur vous, si vous avez une identité pleine et sûre, vous n'allez rien. Vous allez peut-être essayer de vous améliorer dans les manières de faire, dans les manières d'être, dans les us, mais vous n'allez pas chercher à vous dépigmenter. Quand on questionne l'intime, des fois, on est très surpris. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Oui. Mais là, il s'agit de sphères privées. Et on a même des femmes intellectuelles, hein, qui en sont venues à vouloir plaire à leur mari. Ce qui jusque-là est normal de vouloir plaire à son mari, chéri. mais là, aller jusqu'à se dépigmenter quand même. Oui, mais c'est qu'au départ, elle se dit, je ne suis pas de la catégorie que mon mari voudrait, ou alors qui pourrait Mais plus s'il en plaire prend une à mon autre, mari. et s'il en prend une autre, par exemple, puisque là-bas, il y a des bureaux. S'il en prend plusieurs de toutes les couleurs chacune. Voilà, les bureaux, les 3e, les 4e bureaux, là. S'il en prend une métisse, qu'est-ce qu'on fait, alors? Mais je vois ce qu'il veut dire, monsieur. Oui, je vois Alors, aussi. nous écoutons un autre homme sur Ouais, ce voilà. sujet. Thomas, allez-y, je vous prie. Je pense que ce que monsieur veut dire, c'est que si la femme est solide identitairement parlant, la vie du mari ne va même pas rentrer. Ça, c'est clair. C'est ça? La vie est l'apostrophe et la vie la vérité. vie, voilà. C'est vrai. C'est-à-dire, ok, au lieu de changer de peau, je change de mari. Ben, tout Parce que simplement. je sais qui je suis. J'ai été élevé dans une famille qui m'a valorisé en tant que noir. Oui. Jamais, au grand jamais, je change de couleur comme Michael Jackson. Et on revient à l'éducation. Et Donc, Michael ça, c'est Jackson fait. n'a pas changé Non, de je couleur. sais. Hein. C'était Et pour la... Il avait- Elle va même il se avait dire dit que vitiligo. c'est cette couleur Il avait de le peau qui fait vitiligo. ma valeur. La valeur. Black and proud. Mais ça, il faut Par exemple. l'inculquer. Mais ça, c'est l'éducation. Parce qu'il y a exactement. des femmes qui, quand elles naissent, on leur appuie sur le nez pour que ce soit moins gros. Aux Antilles, on fait beaucoup. On défrise les cheveux pour que ce soit moins crépus. Ouais. Du coup, tout de suite, elles sentent qu'elles sont une anomalie. Elles sont nées et je ne suis pas comme il faut. Donc, ces femmes-là, on leur plante la graine qu'un jour, elle va aussi changer de couleur. Oui. Et c'est le jour où il y a le déclenchement qui vient peut-être par le mari ou la classe sociale, Oui. où je veux un poste de secrétaire, machin, et puis il faut être un peu blanc pour être à l'accueil. Je me dépigmente. Ça aussi, ça existe. Hein. Et c'est parce qu'au départ, et là je suis d'accord avec vous, elle aura eu toutes ces fragilités identitaires. Et elles Mais- sont héritées de l'esclavage et du colonialisme. Il faut quand même le dire. Non, mais parce en que Afrique, On oublie de le en dire Afrique. aussi qu'il y a des hommes qui le font aussi. hein. J'allais en venir parce qu'il On est oublie des de le hommes. dire. Il y a des Alors, hommes qui c'est le vrai, font. c'est la Bien sûr, il y parole a des beaucoup hommes Au du Congo. crédit Beaucoup dans au Congo. l'espace public. Non, et Bon, dans certains, Est-ce que- en Inde, en Asie. La parole des hommes a du crédit dans l'espace public. Donc, quand un homme pose un acte, cet acte est considéré, quel qu'il soit, comme étant une norme. Ça rentre dans la norme. Alors, pourquoi et comment est-ce que... qu'est-ce qui fait que les hommes seraient-ils aussi sujets aux considérations qui viennent d'être énoncées, à savoir, je suis un homme, j'ai la peau très foncée, beaucoup trop noire peut-être, et je voudrais... C'est pourquoi j'ai parlé de faille identitaire. Il y a une faille dans son identité. Dans la construction, l'identité, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dès qu'on est né ou alors parce qu'on fait partie C'est de acquis, tel ou c'est tel- pas inné. Oui, c'est ça. Et au fur et à mesure de sa construction, on peut avoir des failles. C'est pourquoi on voit des individus qu'on considère comme étant déséquilibrés identitairement. Et on a besoin ils ont besoin de rencontrer un psychologue ou un psychiatre et ainsi de suite. Donc, il y a des failles. Et le problème, c'est celui-ci, c'est que beaucoup de ces personnes, c'est notre dada à nous, nous aimons dire, ah non, chez nous, on ne part pas chez le psy. Non, mais il est Sinon, vrai. on travaille avec des psychologues. Oui, c'est ça. des La ethnos- société de la faiblesse, c'est un autre de vos ouvrages. Ça rejoint un peu cette histoire de faille. Allez-y, Thomas. Ce que monsieur dit, il parle de faille identitaire, effectivement, mais il y a aussi, ce qui vient surplomber la faille identitaire, c'est la question de la représentation. C'est-à-dire qu'un homme noir qui est solide dans sa négritude, on va dire, qui regarde toute la journée la télé, des émissions de séries où il n'y a que des hommes blancs, à un moment donné, ça va travailler que, OK, si moi je veux être lui, je dois être plus clair.
Là, vous venez de nous le dire avec l'accent africain. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Je me rends pas compte. Vous avez regardé trop de séries africaines. Non, mais en fait, moi, je suis vraiment un ovni parce que j'ai grandi dans une famille africaine parce que j'ai un beau-père sénégalais. Ma mère aussi même a pris la nationalité sénégalaise en tant que femme blanche, originaire de Corse. Et mon père est de la Guadeloupe. Donc j'ai 3 cultures, ce qui me fait de moi un homme riche. Ça fait de vous un caméléon. Je suis à l'aise en Afrique. On pense que je suis métis africain, mais c'est ce qui est le cas au fond dans mon ADN. Au-delà de la couleur de peau. Mais j'ai la culture antillaise de ce peuple qui a été blanchi, et donc pas du tout par les crèmes, mais par le viol, on peut le dire, et qui continue d'ailleurs à ne pas réussir à trouver son identité de peuple. Mais alors, vous m'obligez à vous poser une question. Je n'osais pas depuis tout à l'heure. Quand vous avez dit « je suis métisse, mon épouse est métisse, donc nos enfants sont métis », est-ce que, en y repensant, est-ce que c'était calculé? Parce que métisse plus métisse, parce que si je vous pose la question, c'est que souvent il est dit que les métisses, entre eux, se plaisent et se complaisent. Vous m'arrêtez si je me trompe, ne l'avez-vous pas entendu ça et là, à vouloir faire un groupe à part, tant des blancs que des noirs. Alors Thomas. Calculé, non. Car si on regarde mes précédentes conquêtes... Vous allez avoir des soucis à la fin de cette émission, rentrez chez vous. Vous verrez que c'est un arc-en-ciel. Il n'y a aucun critère de couleur. Un peu d'humilité, Thomas. Un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel, il n'y a vraiment pas de critère. Moi, le critère, chez moi, ça va être vraiment la couleur du cœur. Donc, ma femme a un très beau cœur. Avant de voir Il se raccroche aux branches. Je m'en sors plutôt bien. Mais par contre, pour répondre à la question, du coup, mais c'est une réalité, c'est qu'à l'époque de l'esclavage, donc il y avait une population blanche, donc les colons, une population noire, les esclaves, et à un moment donné, il y a eu, et c'était pas prévu, une population métissée. Et dans cette population métissée, cette population-là a souhaité avoir des droits. Donc, il y a eu 3 populations qui se sont plus ou moins entretenues. Et donc, je parle d'entretien parce que, effectivement, les métis, entre eux, s'entretenaient pour rester dans la caste. Dans la pureté de leur caste. D'une certaine manière. En tout cas, d'une manière parce qu'ils certaine, avaient des droits. Oui. Ils demandaient des droits spécifiques parce qu'ils savaient qu'ils étaient évidemment blancs. Ils étaient aussi blancs. Aussi blancs. Oui. Et ils avaient cette couleur chapée ou un peu plus chapée, qui leur permettait d'obtenir plus de droits qu'un esclave, puisque ça, par définition, n'avait pas de droits. Et c'était très important pour eux de résister finalement en étant une communauté. Et qu'il n'était pas question qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne encore forcer le trait de leur couleur. Mais il y a beaucoup de films au cinéma récemment, ces dernières années, qui en parlent. Notamment en ce moment, Un Fursi né libre. C'est un film qui en parle. Et il y a eu aussi pas mal de films ces derniers temps sur... Ça fait plaisir parce que le fait que le débat soit sur la place publique, ça éveille quand même un petit peu. Nous sommes sur la place publique, nous sommes sous l'arbre à palabres dans Midi vous écoute. Alors, puisqu'on parle de cinéma, c'est pas le moment de manger des pop-corn. On va regarder la bande-annonce quand même de votre film, Mélissandre. Nous regardons ceci ensemble, à tout de suite. En fait, quand j'étais petite, j'avais une professeure d'allemand qui m'appelait souvent pralinoise. Après, c'était censé être affectif, mais j'ai pas vraiment aimé le compliment. Et j'ai vécu de l'harcèlement l'année dernière par rapport à ma couleur de peau. Et je l'ai très mal vécu. Mais vraiment, là, je suis fière d'être métisse. Et je trouve que les gens sont souvent méchants et sans cœur des fois. Un témoignage marquant qui a été, la dame nous dit, les tâches ménagères, c'est elle qui les faisait, avec elle nettoyait, rangeait, etc., etc. Sa sœur, qui est beaucoup plus claire, ne faisait rien. Elle faisait rien dans la maison. Elle avait la peau chapée, la peau qu'il fallait pour pouvoir s'échapper de ces conditions. Toi, ta condition fait que tu es noir, donc tu n'as pas le choix. Tu dois vivre comme ça. Et elle, donc, elle avait ce privilège-là, du fait de sa couleur, de ne pas avoir ces tâches ingrates à faire.
Alors, ce document, c'est en fait une classification de Moreau de Saint-Méry, qui, il y a très longtemps, a étudié la classification par la couleur de peau des personnes noires, en général les esclaves à l'époque, et de façon à établir leur degré de blanchitude, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Pourquoi on tient tant à ces nominations, à ces différences de couleur de peau? Retour plateau dans Lady vous écoute. Alors, vous avez la peau chapée ou la peau pas chapée. En tout cas, il va falloir pouvoir aller de l'avant et porter son identité. On l'a entendu jusqu'ici. On peut se reconstruire, on peut déconstruire ce qu'il nous a été dit de nous-mêmes et puis avancer finalement librement. Parce que la peau, finalement, c'est jamais rien qu'un emballage. Le cadeau, il est dans l'emballage, n'est-ce pas? C'est ça. Messieurs, madame. Lady vous écoute. Isabelle. Tout à fait. C'est tout à fait d'accord avec toi. Je pense que on porte en soi en fait ces valeurs et c'est important de se battre pour sa propre identité. Calvin Thomas, comment peut-on avancer au regard, parce que le sujet finalement il n'est pas nouveau, que ce soit sur le continent africain ou justement parce que il y a la question de la rareté qui vient faire la différence. Quand on a des cacahuètes, des arachides précisément, des fois quelques grains qui n'ont pas la couleur des autres et on a l'impression d'avoir trouvé une perle, une pépite. Le phénomène de la rareté n'est-il pas donc attaché à la catégorisation en Afrique, notamment là où il n'y a pas la classification de qui que ce soit, de ce point de vue? Je ne sais pas s'il faut parler de rareté. Il faut parler d'héritage pour moi. Parce que l'héritage est colonial. Et cet héritage a déjà catégorisé la société et catégorisé les individus. Ce phénomène qui se vit aux Antilles, en Guadeloupe et autres, se vit aussi en Afrique. Absolument. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand vous partez j'étais au Cameroun en novembre dernier, il y a des cafés où vous ne voyez que des blancs et des métis. Vous ne voyez pas une autre catégorie. Les quelques autres personnes de peau foncée qui y viennent sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils peuvent Parce que l'argent n'a pas de couleur. Voilà. parce qu'ils peuvent approcher ces filles métisses-là, qui sont bien sûr à la recherche des personnes un peu plus financièrement fortes, quoi. Voilà. Et un peu plus claires. Donc, il y a cette catégorie. Elle ne se voit pas, mais elle est là, elle est présente. Ouais. Et un film comme celui-ci, je crois qu'il est vraiment indispensable qu'il soit projeté partout en Afrique, pour que les gens puissent comprendre. Parce que jusqu'ici, les gens ne comprennent pas. Les gens ne voient pas la réalité de la société. Il faut avoir un œil, pas de sociologue nécessairement, mais il faut avoir l'esprit très ouvert, quelqu'un qui s'interroge pour comprendre ces catégorisations sociales. Et je ne vais pas nommer le nom du café, mais il y a des cafés. Non, ne nommez pas. Oui, rien que dans une ville comme Douala, il y a vous allez à Bonamoussadi, il y a un café qui est juste à l'entrée, mais ce n'est pas tout le monde qui y va. Est-ce que l'accès est interdit? Non, il n'est pas interdit. Mais c'est automatiquement. En fait, les gens se mettent automatiquement des barrières. Des barrières. C'est ça. Merci Thomas, parce que en fait, ce que vous dites, c'est vraiment important. Le film, la première diffusion du film a été au Nigeria. Au Nigeria, à l'Alliance française de Lagos. Et là, c'est à l'Alliance française. C'était à l'Alliance française. Vous avez bien choisi votre... Vous avez pu avoir accès à l'Alliance française. Savez-vous que ce serait grâce à votre couleur, madame? Non, c'est pas du tout de mon fait. C'est parce que j'allais à un événement lié à l'industrie dans laquelle je travaille. Nous vous accusons de rien. Non, mais il est bien connu, n'est-ce pas, Thomas, que tout ce qui est tout l'écosystème expatrié est ouvert à... Oui, non, mais pas du tout. On peut le dire. C'est des Nigérians qui sont bien noirs. qui m'ont permis de projeter mon film. Personne n'était au courant que le film allait être projeté parce que c'était normalement un événement pour le jeu vidéo et les films d'animation. Mon film n'a rien à voir avec le jeu vidéo, ni les films d'animation. Donc, ils m'ont donné cette possibilité parce qu'on a des bonnes relations de travail. Et au final, le film a été projeté intégralement. Ils voulaient laisser que 8 minutes. Et à la fin, j'ai eu plusieurs témoignages, mais deux m'ont marqué. Le premier a pensé
que je voulais rétablir la classification. Donc je pense que là, c'était un problème de langue, puisque le film est en français, sous-titré anglais. Peut-être que la personne n'a pas bien suivi le sous-titrage. Pour l'autre personne, c'était autre chose. C'est quelqu'un qui est très éduqué, qui va très régulièrement à Londres, en tout cas c'est ce qu'il disait et témoignait, et il disait le film ne sert à rien. Il a dit plusieurs fois, je ne comprends pas l'utilité de ce film. Comprenez-vous qu'il ne comprenne pas? Alors je lui ai demandé son avis, donc évidemment il l'a expliqué devant le public, et moi c'était la première fois qu'on critiquait mon film, donc c'était assez, pour moi c'était assez sensible, c'était nouveau. Mais j'ai compris pourquoi, parce qu'au final ce monsieur est un diplomate. On en vient à ça. Il a de l'argent. Moi, je n'ai pas compris ce que vous avez compris. Alors, il dit que le film ne sert à rien et vous avez compris que c'est parce que... Alors, il dit que ça ne sert à rien parce que lui, il a des accès partout. Mais il ne se rend pas compte que c'est parce qu'il a, cette classe de diplomate. Il est diplomate, en fait. Et c'est ça le problème. Il y a deux catégorisations en Afrique. Quand vous regardez la société, il y a deux catégorisations. Il y a la catégorisation par la couleur de peau, il y a la catégorisation par l'argent. Et si vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre, alors vous êtes vraiment... C'est vrai qu'on voit plus la couleur. C'est une mort sociale, en fait. C'est la mort sociale. Et donc, la dépigmentation serait l'ascenseur social, le raccourci pour entrer dans l'une ou l'autre. Et le Nigeria, c'est l'un des pays les plus concernés par la dépigmentation. Ce n'est pas vrai. Et moi, on m'a dit, par exemple, là-bas, mais j'adore ta couleur de peau. Et j'adore ton sac à main. Cela vous a-t-il étonné? Mais oui. Comprenez-vous? Parce que je n'avais pas encore eu le retour de mon film et que je ne connaissais... C'était la première fois que je mettais les pieds au Nigeria. Mais comprenez-vous qu'on puisse vous dire, comme vous l'avez dit, hein, vous avez un beau sac, madame, vous avez une belle peau, est-ce que vous comprenez et est-ce que vous l'acceptez? Je le comprends parce que j'ai compris que ma couleur de peau, et assez jeune, était c'est un peu comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que... C'est un raccourci. Vous pouvez rentrer... Vous rentrez où tout le monde ne rentrerait pas. Exactement. Vous en avez conscience. J'en ai absolument conscience. Et c'est le phénomène de rareté. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est le phénomène de rareté quand même. C'est donc la rareté. Une bille blanche au milieu des billes noires est plus visible. Voilà, elle est plus visible. Par contraste. Oui, c'est vrai. Mais si tu étais allé dans un pays où il n'y a que des mélissandres, oui, je passais inaperçu. Voilà. Alors, ce que vous êtes en train de dire là revient à ce qu'il n'y a pas qu'un fardeau à avoir la peau chapée, finalement, où que l'on soit. Vous l'avez dit, vous avez été longtemps au Sénégal. Il n'y a pas que la stigmatisation qui accompagne le fait, parce que de toutes les façons, personne n'a choisi sa couleur. Quelqu'un disait fier d'être noir, fier d'être ceci, cela. Mais cette fierté, elle est peut-être mal placée, étant donné que personne n'a le mérite d'avoir la peau qu'il a. On a la peau que l'on a et personne n'a fait quoi que ce soit pour l'avoir. Exactement. Et donc cette fierté, ou l'accentuation de cette fierté, parfois vient exacerber quelque chose qui n'a même pas lieu d'être. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous parliez, vous parliez du contenant plus du contenu. Je pense qu'on en est là dans ce débat, c'est-à-dire est-ce que ça a vraiment de l'importance? Sachant que les mots ont l'importance qu'on leur donne. Mais si on arrête de parler de ça, ça n'existe plus. Donc, est-ce qu'on veut continuer à faire exister ces stigmatisations, sachant que la seule couleur universelle, c'est le rouge? Parce que si je vous frotte un peu fort, je me frotte un peu fort, ce sera la même couleur. Rouge est le sang de tous. Merci. Donc, on est plus rouge que noir, blanc, jaune, mais oui, vert. Mais ça, il faut ouvrir la boîte. Il faut ouvrir, mais c'est pour ça qu'on parle du contenant. Quand vous buvez une canette, vous buvez la canette ou vous l'ouvrez avant? Ce qui vous intéresse, c'est pas l'aluminium. On la boit des yeux d'abord, on la désire, on la jette, l'emballage est vert, mais à l'intérieur, c'est du Fanta. Vous allez boire du verre? Donc moi, c'est là que je vais en venir. Je suis un peu désolé, mais il y a des marqueurs sociaux. Et ces marqueurs sociaux sont les éléments à travers lesquels les autres nous saisissent. Nous ne pouvons pas vivre dans la société en autarcie, complètement enfermés comme dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas possible. Il y a des marqueurs sociaux. Ces marqueurs sociaux, nous avons besoin d'exprimer notre identité en faisant parfois fi de ces marqueurs sociaux. Mais l'autre qui est en face, lui, il va toujours nous ramener... Ça part de nous-mêmes. Si moi, je me définis en tant que noir avant tout, peut-être que je me définis d'abord en tant que mec qui fait du footing.
le matin. Et c'est comme ça que je veux qu'on me voit quand je me présente à vous. Avant ma couleur, avant mon pouvoir d'achat. Mais est-ce que, Thomas, Ça dépend de comment on veut se définir. Thomas, pardonnez-moi, avez-vous conscience que, aussi noir que vous voudriez vous penser, vous avez certainement conscience de ce que, à côté de Calvin Thomas, tout aussi noir qu'il se pense, au vu d'une tierce personne, ce n'est juste pas pareil et que vous allez soit échapper à certaines stigmates ou... C'est pas mon point. Mon point, ça va être la première chose que cette tierce personne va penser de moi. Est-ce que ça doit être ça doit venir de la couleur? C'est ça. Comment est-ce que vous allez savoir ce que cette personne pense de vous? Parce que je vais vous dire une chose. Par exemple, je reçois des personnes pour un entretien d'embauche. D'accord? Je vais vous dire, j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit, j'ai déposé mon CV, mais je ne voulais pas venir. Mais pourquoi? Mais parce que ça, c'est un travail de blanc. Oui. Vous voyez? C'est eux-mêmes qui s'identifient. Parce qu'ils considèrent déjà... C'est pourquoi je parle des marqueurs sociaux. Mais le considère-t-il à tort ou n'y a-t-il pas... C'est à tort. N'est-ce pas fondé? C'est à tort. C'est à tort ou pas? Attendez. C'est à tort parce que lui, c'est Mais Lysandre n'est pas d'accord. Il s'élimine déjà. Oui, mais il se limite aussi. Il s'élimine pas pour des... l'autosabotage. C'est une forme d'autosabotage, c'est vrai, mais c'est aussi une forme de réalité. Par exemple, dans le film, à un moment donné, il y a une scène qui est assez intéressante autour de Emmanuel Gordien et Serge Romana qui sont... Alors, Serge Romana était le président de l'association du CM 98 et c'est maintenant Emmanuel Gordien qui l'est. Et qu'est-ce que c'est le CM 98? Pardon, le comité marche du 23 mai 98. Donc c'est une association justement qui, moi, m'a beaucoup aidée à m'éduquer sur l'histoire de l'esclavage, les psychologies autour de l'esclavage et de l'esclave et tout ce qui est géopolitique, etc. Autour encore une fois, de cette période-là. Et aussi qui nous aide à trouver nos ancêtres. Parce qu'on peut maintenant retracer au moins nos ancêtres qui ont été libérés. Et donc vous, parce que vu d'Afrique, c'est très à la mode de voir arriver chacun avec tel pays. Il y a des pays qui reviennent souvent. Vous l'avez fait, le test? Moi, j'ai pas fait le test ADN. Mon frère a retrouvé en fait l'archive qui montre la libération de notre ancêtre qui était en esclavage et qui a donc été libéré. Et au-delà, mais on n'a pas encore trouvé le pays. On n'a pas trouvé quel pays. On a des idées, mais on n'a pas. Par contre, je voulais juste finir sur ce qu'on disait, c'est que j'ai perdu le fil, mais ce que finalement ça revenait à dire, c'est que on est vraiment dans une construction sociale. Cette histoire de couleur, voilà, par rapport à Serge Romana et par rapport à Emmanuel Gordien, ils vont tous les deux à une sorte de colloque où l'un des deux devait participer. Ont-ils la même couleur de peau? Ils n'ont pas du tout la même couleur voilà, de peau. parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on comprenne bien ce que vous voulez. On va les représenter. Oui. Donc moi, je suis Serge Romana, vous êtes Emmanuel Gordien. Et automatiquement, on s'est adressé à Bien Serge. sûr, rien de nouveau sous le soleil. Alors que c'était bien Emmanuel Gordien qu'ils attendaient en fait. C'est ce que j'essaie désespérément de vous faire dire. Mais c'est ce que j'appelle les marqueurs sociaux. C'est ça, la perception d'une tierce personne ne pourra pas faire fi de ce que peut-être que s'il a la peau plus claire, alors c'est lui le chef ou je ne sais pas quoi. J'ai devais rencontrer le magistrat pour une procédure au tribunal de Versailles. Et j'attendais les personnes avec qui je devais être et tout. Et j'étais là. Et un monsieur qui arrive, il dit bonjour. Mais vous êtes là et vous n'ouvrez pas la porte, pourquoi? Waouh. Ouais. Mais voilà, mais on est encore. Et voilà. C'est l'objet du film, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui c'est pourquoi je ne dis pas de marqueurs sociaux. Toujours une façon de. Et même par rapport au logement, il y a voilà. Vous avez invité les spectateurs et dans les familles, comme du on l'a vu vécu dans l'intro. rapport à votre couleur de peau. Bien sûr. Écrivez-nous, ladyvousécoute@gmail.com. Nous serions fort intéressés de savoir d'où vous nous regardez. Et puis surtout, partagez-nous votre vécu sur cette histoire de couleur foncée, pas très foncée, à petits pois, à rayures, à carreaux. Parce que finalement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, puisqu'il faut bien que la vie puisse continuer. Je voudrais que l'on voit en image, Thomas, les multiples choses que vous faites. Nous avons 2 vidéos. Merci à Romain.
à Romain Clicodemec qui réalise cette émission de nous montrer cette vie. Alors il y en a deux, mais je lui laisse le choix, mais c'était la deuxième pour moi dans l'ordre d'apparition. On va regarder ceci pour pouvoir illustrer vos nombreuses activités. Serial Entrepreneur. Moi j'ai créé un véritable village dans Paris en moins de 3 ans. Moi c'est Thomas, les gens aiment bien m'appeler serial entrepreneur ou chef d'entreprise récidiviste. Voilà, à la base je suis artiste. Pour subvenir à mes besoins, j'ai dû créer des business. Du coup je savais coiffer et j'ai monté mon premier salon de coiffure en 2016. Comme vous pouvez voir, il y a une super ambiance chaleureuse. C'est un endroit où on s'occupe des locks. En général, les gens passent un très bon moment chez nous. En 2020, quand il y a eu le Covid, j'ai eu un peu peur. Donc je me suis dit, en prenant du recul, il faut qu'on fasse d'autres choses, qu'on se diversifie. Et comme j'ai des skills, je ne sais pas que coiffer, je suis intéressé beaucoup par la musique, l'image. Donc on a créé une société de production qui s'appelle Éveil Production. On a fait un studio barber. Donc c'est un concept hybride, un barbershop avec un studio au sous-sol. Donc voilà, ça c'est le pop-up store. Les gens le louent à la semaine, au mois ou au week-end. Ils exposent leurs œuvres, ils exposent leurs talents. Le dernier petit bébé, c'est le studio photo, au studio Massé du coup, parce que c'est la rue Jean Massé qui fait partie du village Massé. Et du coup, là c'est avec Sean, mon associé. C'est un photographe de talent. Il nous manquait que l'image, vu qu'on avait la vidéo, le son, la coiffure, la barbe. Donc là, c'est depuis le mois d'octobre que c'est ouvert et on est très contents. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus pour venir nous rencontrer, faire vos projets chez nous ou encore utiliser nos services. Voilà, c'était promesse due, amis téléspectateurs. Quand on vous parle de Serial Entrepreneur, il fait tout et bien en même temps. Je voudrais que nous fassions un tour de table avant de rendre l'antenne, parce que le débat, on peut le commencer, mais on ne peut pas refaire le monde en 52 minutes seulement. Isabelle Mananga aussi, vous avez certainement un message solennel à adresser sur le processus de la dépigmentation volontaire de la peau. C'est un sujet de santé publique. Si vous voulez regarder dans les beaux yeux bleus de la caméra et lancer un appel aux personnes qui seraient encore dans ce processus, qu'auriez-vous envie de leur dire pour terminer ? De s'accepter tels qu'ils sont, mais en fait, nous, on travaille aussi sur le cheveu. J'ai vu un salon de coiffure tout à l'heure, là, mais nous, on travaille aussi sur le cheveu. Et en fait, c'est très compliqué. Enfin, ça va faire 15 ans aujourd'hui, et c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Mais on essaye en tout cas d'aider les gens à se réapproprier leur identité et à se sentir bien dans leur peau, si je puis dire. Mélissandre, votre mot de la fin. Ça sera toujours sur la construction sociale pour ma part. Donc, ce que je voulais vraiment préciser, c'est que par exemple, Moreau de Saint-Méry, qui a fait la classification, était lui-même descendant d'Africains. Bien sûr, il n'avait que de bonnes raisons de la faire. Mais comme il avait une couleur très blanche, donc il a pu passer entre les filets, et c'est lui qui a créé cette classification, mais pour se permettre d'être au sommet. Et donc, c'est une façon en fait de rester divisé pour mieux régner. Exactement, et aussi de garder ses richesses entre guillemets, enfin de garder un statut il était pas par rapport à d'autres. Non. Votre mot de la fin, Thomas. C'est pour ça que je disais les mots en l'importance qu'on leur donne. C'est doit-on prendre en considération ces établissements qui ont été mis en place il y a si longtemps? Doit-on les considérer aujourd'hui? C'est la question que je pose aux téléspectateurs et à vous tous. Et sinon, moi, à mon petit niveau, à ma petite échelle, j'estime faire une partie du boulot en ayant ces salons de coiffure qui ont souvent permis à des femmes de retrouver leur identité noire en portant des dreadlocks. Parce que le problème des femmes qui ont les cheveux crépus, c'est que les cheveux ne respectent pas le principe de gravité. Donc, ils poussent vers le haut, ils prennent de l'altitude. Mais avec les locks, en les rassemblant et le poids, ça tombe, donc ils ont l'aspect qu'ils veulent en conservant leurs cheveux. Donc plusieurs fois, il y a des accompagnatrices qui sont venues avec un tissage. Moi, je les regarde du coin de l'œil pendant que je coiffe et j'essaie de les convertir. J'essaie de leur dire, mais pourquoi tu continues le défrisage, le tissage, le truc. Merci Thomas. Donc c'est ça mon rôle, capillairement parlant aujourd'hui. Votre mot de la fin, Calvin Thomas. C'est juste pour dire, en fait, il y a un problème d'éducation. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants, dès qu'ils sont encore tout petits, à se donner à soi-même de la valeur. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans la positivité, qu'ils reconnaissent
qu'ils ont de la valeur et qu'ils grandissent avec cette idée-là. Parce qu'à partir du moment où l'individu se saisit déjà dans une valeur moindre ou se saisit au négatif, alors c'est la porte ouverte à tous les genres de dérives. C'est sur ces paroles de sagesse que nous allons rendre l'antenne. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de venir en découdre, en débattre avec nous. Merci, amis téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. Écrivez-nous, écrivez à nos invités, nous leur redirigerons vos mails. Merci pour ce qui a été dit, un seul mot. Vous n'êtes pas qui on dit que vous êtes, c'est vous qui décidez qui vous êtes, quelle que soit votre couleur. Prenez le dessus. Rendez-vous dans notre programme prochain. À bientôt.